chers amis, bonjour. Au cours des prochaines semaines, j'aurai le privilège d'animer des entretiens sur la plateforme Ankel Media avec des personnes engagées de tous les secteurs d'activité, des personnes qui vivent la crise sanitaire et économique sous un autre angle et qui tenteront de nous informer sur leurs actions, de nous motiver à poursuivre nos missions respectives et de continuer à nous outiller pour traverser la situation actuelle. Pour mon premier entretien, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Monsieur Pierre Fitzgibbon. Monsieur Fitzgibbon, merci de vous être rendu disponible pour répondre aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Merci beaucoup, Mme Ankel, de m'avoir invité. Je suis heureux de pouvoir parler à votre communauté. C'est réciproque. Monsieur Fitzgibbon, vous avez été un entrepreneur. Vous avez traversé de multiples défis. Vous avez surpassé aussi plusieurs obstacles. C'est des choses que tout le monde ne sait pas. Dans votre carrière, une carrière bien remplie, vous pouvez donc comprendre comment la communauté d'affaires aujourd'hui se sent par rapport à cette pandémie sans précédent. J'aimerais d'abord commencer par vous demander comment vous allez, vous? Merci de poser la question. Je vais très bien, sauf que je dois avouer que, étant donné mes fonctions, mes responsabilités, il n'y a pas de doute que les sacrifices et les heures que nos entrepreneurs vivent, je le vis indirectement. Et je suis à l'écoute des gens, j'essaie d'être près des gens. C'est sûr qu'on devient très sensible de cette situation, mais c'est une base personnelle, ça va très bien. C'est ce que je pensais. Vous êtes quelqu'un de terrain. Vous avez aussi, et vous l'avez mentionné plusieurs fois, que l'économie a durement été affectée. Au début de la crise sanitaire, qui a commencé en mars 2020, le Québec a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, pour plusieurs raisons, et on en parlera un peu plus tard. Cependant, nous sommes rendus à la 5e vague et plusieurs secteurs d'activité sont encore très affectés. Nous pensons à la restauration, nous pensons au tourisme, à l'hôtellerie, au milieu artistique et au gym, pour n'en nommer que quelques-uns. Monsieur Fitzgibbon, pouvez-vous nous faire un portrait de la situation économique du Québec et nous partager votre vision pour les prochains mois? Écoutez, comme vous avez dit, je pense que c'est un peu triste parce qu'avant la pandémie, en fait, c'est le 13 mars 2020, on a fermé les lumières du Québec. Le Québec a été illuminé. Et là, on a eu une situation très désastreuse pour plusieurs égards. Et avant la pandémie, l'économie du Québec était reluisante et en fait était même en avance de nos provinces voisines. On est rendu dans une situation aujourd'hui où malheureusement, l'économie largement définie va très bien. En fait, on a repris le PIB que nous avions perdu, on a repris les emplois, mais on a laissé au passage des secteurs de l'industrie qui sont très, très affectés. Vous les avez nommés. Alors, c'est clair que pour nous, au gouvernement, et pour moi, ministère de l'Économie, on veut vraiment que les programmes d'aide aux entreprises soient le plus efficaces possible. On a fait du mieux qu'on peut pour pouvoir arrimer nos programmes avec ceux du gouvernement fédéral. Par exemple, pour les commerces qui ont été fermés, le fédéral compense pour les salaires, compense pour les loyers, alors que nous, on compense pour les autres dépenses. Alors, c'est clair que pour moi, on va tout faire pour que, quand on va repartir l'économie, on va être capable d'avoir le moins d'hécatombes possible dans l'écosystème. Et à date, on a relativement bien réussi. L'enjeu qu'on a présentement, c'est évidemment l'état d'esprit des entrepreneurs, les employés, parce qu'en bout de piste, ils ont beau avoir des compensations financières du gouvernement fédéral, en bout de piste, c'est qu'on veut que les gens soient fiers de leur travail. Alors moi, je suis soucieux de ça. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, on réouvre l'économie tranquillement. M. Legault a fait une annonce, il va en avoir d'autres. Alors moi, je pense qu'on est très, très conscient. Réouvrir l'économie pour les secteurs qui ont été fermés, au niveau du ministère de l'Économie, avoir des programmes le plus efficients possible pour pouvoir leur assurer qu'ils puissent se sortir la tête de l'eau. Oui, d'ailleurs, je vais en parler tout à l'heure parce que c'était une des questions importantes que les gens posent. Il faut dire qu'on a beaucoup de programmes. Les dédales sont quand même complexes quelquefois. Si on entend les différentes perceptions sur le terrain, et vous en parlez, et même au niveau des médias, on sait que le tableau semble sombre. Il semble sombre, pour certains plus que pour d'autres, il faut l'avouer. Mais on voit que des entreprises ferment.
on sait que des emplois sont perdus. Mais nous avons cependant, mon équipe et moi, on a fait quelques recherches et on a trouvé une statistique intéressante qui date de septembre dernier et qui démontre quand même que lorsque des entreprises s'adressent au bon programme, et on parle ici du programme qui est le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, le PAU-PME, eh bien seulement 0,5% de ces entreprises ont déclaré faillite. C'est quand même important comme remarque ou comme statistique. Mais fallait-il qu'ils s'adressent à ce programme-là et qu'ils le trouvent? Si vous pourriez nous parler des mesures phares, vous les connaissez peut-être pas toutes, mais c'est important, les mesures phares qui permettent en ce moment ou qui vont permettre dans les prochains mois à l'économie québécoise et particulièrement aux PME des régions de pouvoir se relever. Est-ce que vous... Oui, écoutez, on a plusieurs programmes. Les programmes les plus importants étaient le programme qu'on appelle PAC pour les grandes entreprises, la moyenne entreprise, le programme PAU-PME et le programme de l'ARAM, qui sont des programmes complémentaires au programme du gouvernement fédéral. Le fédéral, je reviens sur ça, il y avait la PCRU, évidemment, la PCU, je m'excuse, il y avait aussi la subvention salariale, Oui. l'aide au loyer qui fonctionne bien. Nous, on s'est rimé à ça, et le programme complète. Le PAC, il y a à peu près 1,2 milliard qui a été déboursé pour aider les entreprises moyennes et grandes. Le POPMI, qu'on appelle, ce que vous avez référé, tout à fait. On a présentement 425 millions de prêts qui ont été faits, duquel la moitié sont des pardons, donc de la subvention pure. On a à peu près maintenant 14 000 entreprises qui en ont bénéficié. Vous avez raison, au niveau du nombre de fermetures d'entreprises au Québec, le taux est plus bas maintenant qu'il était en 2018-2019. Wow. Par contre, le problème que nous avons, c'est que les entreprises souffrent d'avoir maintenu la relation avec leur employé. Alors moi, ce qui me soucie, c'est la formation des employés. Oui. Alors, mon collègue Jean Boulay, que vous allez rencontrer bientôt, un programme costaud qui a été mis dans la mise à jour économique pour s'assurer qu'on forme les gens qui veulent changer d'emploi. L'enjeu qu'on a, c'est les secteurs qui sont plus problématiques. On ne veut pas qu'ils perdent leur relation avec leur employé. Donc, il faut aussi automatiser, mettre de l'innovation dans les restaurants, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui veulent faire d'autres travails. On a vu ça aux États-Unis. Hein? Oui. Ça s'appelle le Great Resignation. Alors, il faut s'assurer que dans un contexte de pénurie d'emplois, que les bons emplois soient comblés. Alors, je pense qu'au niveau des entreprises, on a bien mis ça en place. Il y a eu des questionnements sur l'efficience des programmes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a délocalisé, on a régionalisé l'aide dans les MRC au lieu de le faire au gouvernement. Au début, c'était chaotique un petit peu pour avoir une homogénéité. Nous, je pense qu'on l'a maintenant et on va profiter dans le futur que ces organismes-là continuer à supporter les entreprises après la pandémie, qui est aussi important que pendant la pandémie. Tout à fait. Mais la plupart, justement, de ces entrepreneurs, quand ils posent la question, et on le voit, c'est les dédales, oui. c'est le temps, c'est à qui s'adresser, dépendamment de la taille, dépendamment de la localisation de où se trouve ce programme ou comment le rejoindre. Et c'est un peu là-dessus qu'on voulait vous entendre. D'ailleurs, lorsque vous avez été nommé, l'une de vos grandes actions, ça a été la refonte, la réforme de Investissement Québec, justement afin de répondre aux besoins spécifiques des PME, des femmes entrepreneurs. Donc, on sait que vous êtes attelés là-dessus, d'ailleurs avec Evol, avec d'autres programmes, mais aussi de la diversité. Donc, ça a été un de vos chevals de bataille. Mais il semble qu'aujourd'hui, encore, beaucoup de ces PME qui sont en ce moment en difficulté, bien sûr à cause de la pandémie, mais qui ont un grand potentiel et qui ont un potentiel ont toujours de la difficulté ou du mal à trouver leur chemin à travers tous les dédales administratifs. Donc, comment pensez-vous que ces PME, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, comment on peut s'adresser à elles, ou où est-ce qu'elles doivent s'adresser, que ce soit auprès d'Investissement Québec ou que ce soit auprès des partenaires d'Investissement Québec pour faciliter cet accès rapidement? C'est une très bonne question. Puis je pense qu'au Québec, il faut comprendre qu'on a 250 000 entreprises oui. et plus de la moitié ont moins que 100 employés, Tout donc à fait. des PME. Donc, effectivement, Accès Entreprises, Investissement Québec régional se veut une structure pour aider nos PME. Maintenant, on a parlé du POPME pour s'assurer que les entreprises puissent survivre durant la pandémie. Donc, assumons qu'on a réussi. Il reste probablement 2 mois. Là.
Pensons après la pandémie. Il y a deux choses importantes pour la gestion économique du Québec. La première, c'est l'innovation. Je pense qu'un des enjeux que nous avons au Québec, c'est le sous-investissement en innovation. On parle de numérisation, on parle de robotisation. Il y a plusieurs créneaux à ça. J'y arrive, justement. Et on parle aussi de l'achat local, les chaînes d'approvisionnement. Deux secteurs. Si on parle de la numérisation, hier, j'ai fait une annonce, l'offensive transformation numérique. C'est un programme qu'on a mis en place pour, après la pandémie, pour un accompagnement humain. La problématique des PME, c'est qu'ils se font solliciter par des vendeurs de logiciels, des vendeurs de robots. Effectivement. Et les gens sont souvent pas organisés pour bien filtrer ce qu'ils doivent faire. Le programme de l'OTM se veut un programme d'accompagnement humain où le gouvernement du Québec, via des organismes comme l'ITHQ, oui. InnoCentre, oui. L'OQT, vont permettre à ces organismes-là d'avoir un accompagnement humain pour les entreprises, entrepreneurs, pour comprendre le chemin critique pour se rendre à la numérisation, pour décider qu'est-ce qu'ils vont numériser, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir robotiser, et après ça, il y a d'autres programmes d'investissement Québec. Donc, je pense que ça va être très percutant. À date, on a probablement 49 000 entreprises au Québec qui sont accompagnées. Pas toutes vont choisir nécessairement d'aller en numérisation, mais certaines vont le faire. Et on pense qu'il va y en avoir 25, 30, 40 qui vont s'en prévaloir. Parallèlement à ça, il faut aussi s'occuper de la chaîne d'approvisionnement, de l'achat local. On parle beaucoup, le premier ministre et moi, de... Bon, le panier bleu, c'est un exemple, mais c'est plus profond que ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut s'assurer que les chaînes d'approvisionnement soient courtes, québécoises. Donc, par exemple, Airbus ou Bombardier, des grands donneurs d'ordre, on fait tout ce qui est possible pour permettre aux entreprises dans la chaîne d'approvisionnement d'être plus efficaces pour pouvoir vendre à Bombardier ou vendre à Pratt. Donc, on a une personne, M. Drouin, qui travaille chez Investissement Québec, qui ne fait que ça. Donc, sa responsabilité, c'est de prendre des entreprises, les aider à pouvoir être plus efficientes pour vendre aux donneurs d'ordre ou les contrats publics. Ma collègue Sonia Lebel va annoncer bientôt des nouvelles règles pour s'assurer qu'on puisse le faire dans le respect des ententes bilatérales, parce qu'évidemment, on n'est pas sur une île déserte. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts sur circuit court d'approvisionnement et la numérisation, l'innovation d'entreprise. Donc aussi, probablement, le fait de mettre des entreprises entre elles, ou de moins de les rassembler pour qu'elles soient capables de poser ce genre de geste, c'est-à-dire d'aller proposer leurs services ou leurs produits, mais plutôt en tant que tandem, plutôt qu'en solo. Exact. Parce que souvent, c'est en solo, puis c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Puis, dans quelques occasions, il va falloir les regrouper physiquement ensemble, légalement. Dans d'autres occasions, c'est d'avoir des forums. Oui. Moi, je parlais au président de Stelia. Stelia, c'est l'unité d'Airbus qui s'occupe de l'approvisionnement. Et ils vont faire un forum pour les fournisseurs québécois, pour qu'au moins les fournisseurs puissent comprendre quels sont les projets potentiels qui peuvent... Les chaînes. La pandémie que nous vivons, j'allais dire que nous avons vécu, mais que nous vivons encore, elle aura mis davantage en évidence, et vous venez d'en parler, les retards dans certains secteurs, notamment ce qui a trait à la robotisation. On sait qu'on est en retard dans certains secteurs, et pour les raisons qu'on savait, parce que ça allait très bien. Donc, on repoussait, j'en fais partie, on remettait la numérisation de certains de nos départements. Oui. Donc, numérisation, transformation technologique des entreprises. Mais ces entreprises-là qui font face aujourd'hui à ces enjeux, elles doivent assumer. Ça coûte cher de se numériser, de se robotiser pour procéder à ce virage. Donc, quelle est votre vision, ou la vision de votre ministère, bien sûr, par ricochet, pour répondre à ces défis qui sont coûteux pour les entreprises? Et on parle, encore une fois, des petites et moyennes entreprises en particulier, mais sans oublier la valorisation de l'humain. On en a un peu parlé, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Cette valorisation fait partie du succès de ces entreprises et de l'économie, mais aussi la nécessité d'avoir un personnel qualifié. Écoutez, il y a deux enjeux. L'enjeu, je vais parler du cycle d'innovation. Oui. Parce que j'ai constaté en arrivant en poste qu'on était sous-investi en innovation des entreprises. Bon, c'est facile de le constater, c'est difficile de le corriger. Puis ce que j'ai noté rapidement, c'est que nous avons au Québec le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, qui fait un excellent travail avec 3 fonds de recherche. Et on a Investissement Québec qui s'occupait des entreprises. Le trait d'union était manquant. Donc, j'ai nommé Luc Sirois, qui est maintenant l'innovateur en chef du Québec. On a nommé le Conseil de l'innovation du Québec, qui est présidé par Mme Sophie Damour de l'Université Laval. Donc, on a créé ce trait d'union-là. On va mettre des fonds pour permettre
D'une part, que la recherche fondamentale devienne appliquée et qu'elle soit appliquée des entreprises. Donc, on va annoncer au printemps la SQRI, Stratégie québécoise Recherche-Innovation. Et je pense que ça va être important que les PME aient un accompagnement humain. Tantôt, je parlais Oui, de l'OTN. l'OTN, La oui. même chose va se produire pour les zones d'innovation, les projets d'innovation. Alors, je pense qu'il faut que l'entrepreneur puisse avoir le réflexe d'innover, puisse pouvoir utiliser la recherche appliquée. Et après ça, Investissement Québec est au bout de la chaîne, doit avoir des programmes incitatifs. Pour accompagner. Alors moi, un des objectifs que le premier ministre et moi sommes fixés, c'est qu'on veut augmenter la fameuse richesse collective. Bon, en soi, c'est peut-être pas porteur, mais si on veut réinvestir dans les enjeux sociaux, le ministère le plus important du gouvernement, c'est l'éducation. Oui. Alors, si on veut investir dans l'éducation, mais il faut créer de la richesse. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer un PIB par habitant plus élevé. Comment on arrive à ça? Bien, plus de monde va travailler dans des emplois supérieurs, mais aussi que nos entreprises en fassent plus avec le même nombre de personnes. Là, on a une situation où on a une pénurie de main-d'œuvre. Oui. Alors, tous les projets qui vont venir chez nous, au gouvernement, chez Investissement Québec, où on va prendre la même main-d'œuvre ou très peu de main-d'œuvre additionnelle pour avoir un plus grande profitabilité, oui. on va encourager ça parce que ça va créer de la richesse. On va avoir plus de profit des sociétés avec moins de monde ou du monde égal. Alors, tout projet qui va être innovant, qui va permettre d'aller chercher une valeur ajoutée, on va y contribuer. Ça, c'est une chose de dire, on a les programmes pour le faire. Il faut que le réflexe soit la base. C'est ça, c'est une éducation. Avec la création de l'innovateur en chef, je pense qu'il faut véhiculer, il faut démocratiser. Qu'est-ce que veut dire l'innovation pour l'entreprise? Tout à fait. Et ça, je pense, ça va être le gros défi du gouvernement dans les prochaines années. Je crois que le gros défi, ça va être aussi de former à l'intérieur des différents organismes, autant Investissement Québec que le fameux trait d'union que vous faites ici, pour que les petites et moyennes entreprises puissent avoir accès à cela, mais être informées. Il faut aller les chercher, il faut leur expliquer, il faut les mettre en contact avec les gens qui vont être aptes. Et ça, on commence au secondaire. C'est cela. Et moi, je suis convaincu à 100% que les Oui. programmes pour que nos jeunes, nos secondaires, comprennent. L'Allemagne l'a très bien fait, le système dual d'éducation. Tout à fait. Les grandes sociétés allemandes... Les universités aussi. Les sociétés allemandes vont dans les écoles primaires, secondaires plutôt, pour montrer aux jeunes qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, je pense que ça va être important de faire ça. Mon collègue Jean Boulay, vous allez rencontrer bientôt, tout à fait. Au niveau de la formation, puis Daniel McCann, au niveau de l'enseignement supérieur, à qui vous deviez parler aussi. Oui. Eux sont alignés à ça. Alors, avec eux qui vont s'occuper que nos jeunes puissent progresser, M. Boulay qui soit formé, bien, nous, Investissement Québec, après l'innovation, on peut finir la chaîne. Le trait d'union. C'est exact. Quand on parle aujourd'hui des délégations à l'international, même si ça ne vous concerne pas, mais on parle surtout de ce fameux trait d'union entre, par exemple, Investissement Québec, les institutions financières, les délégations du Québec à l'international. On sait qu'à l'arrivée, un des objectifs importants de notre premier ministre, M. Legault, c'était de faire en sorte qu'on commercialise un petit peu plus les conseillers un peu partout à travers le monde dans les délégations du Québec. Aujourd'hui, comment encore peut-on, ou quel genre d'action on a mis en place qui est nouvelle peut-être, ou qui perdure, qui peut accélérer cette accessibilité à des marchés, je dirais, à travers le Québec, peut-être voire même à travers le Canada, parce que l'exportation, c'est aussi d'apprendre à faire affaire avec le reste du Canada, pourquoi pas. On a la même monnaie, on parle le même langage, c'est peut-être plus facile aussi, et puis de priser aussi d'autres marchés. Écoutez, il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer de la segmenter. Premièrement, une chose que nous avons fait, c'est qu'on a créé Investissement Québec International. Ça n'existait pas. M. Babolduc, qui travaille avec M. Leblanc, est responsable de ça. On a travaillé étroitement avec Nadine Giraud, qui est notre ministre des Relations internationales et de la francophonie, pour justement que l'arrimage entre les délégations et Investissement Québec International soit le plus près possible. Pourquoi? C'est une autoroute à deux voies. La première voie, c'est que les compagnies québécoises veulent exporter. Ça fait partie de notre vision économique. Donc, pour pouvoir mieux exporter, quoi de mieux d'avoir des délégations, des gens sur place qui sont connectés avec les marchés régionaux. On a 35 délégations à l'extérieur du Québec. Donc, ça, on a vraiment fait un bon travail. C'est encore en cours d'exécution. M. Bolduc travaille étroitement avec les délégations pour pouvoir faire cet arrimage-là. D'autre part, les gens qui sont dans les délégations regardent aussi comment on va complémenter ce
qu'on doit faire ici au Québec. Par exemple, dans le domaine des batteries, on met beaucoup d'emphase sur la filière des batteries. Mais il nous manque des joueurs. Alors, on permet aux gens du ministère des Relations internationales de regarder pour nous, à l'international, qui sont les partenaires financiers ou stratégiques qu'on pourrait avoir au Québec. Donc, je pense que la relation bilatérale entre les délégations et Investissement Québec est à un niveau qu'on n'a jamais eu. C'est pas parfait encore, mais on va se rendre là. L'autre élément que vous mentionnez qui est très important, c'est qu'on parle d'exportation. Les meilleurs marchés d'exportation pour le Québec, ben, c'est l'Ontario. Tout à Alors, fait. on met beaucoup d'emphase pour que descendre des barrières de commerce. Et Oui. mon homologue au fédéral, M. Champagne, et moi, on est parfaitement d'accord. M. Fedeli aussi, qui est mon homologue en Ontario. Baissons les gardes. Assurons-nous qu'on a un meilleur transfert de produits. Parce que là, on voit les chaînes d'approvisionnement. On regarde les Américains qui sont très protectionnistes, autant les démocrates que les républicains. Et bien, un peu partout, On d'ailleurs. regarde les Chinois. Alors, on se dit, là, le Canada, on est un marché. Alors, moi, je veux qu'on augmente nos transactions bilatérales interprovinciales, tout comme d'ailleurs le marché américain, qui devient un marché encore très important pour nous. Tout à fait. Il faut continuer à le maintenir. Oui. Tout à fait. La mondialisation, on y vient. Notre économie, elle mène à plusieurs défis. On le voit. Bien sûr, les chaînes d'approvisionnement qui sont affectées, alors que l'inflation n'a jamais été à son plus haut depuis 30 ans. En revanche, ces enjeux viennent bien sûr avec une prise de conscience importante. D'ailleurs, ça a été le côté positif, on va l'appeler comme ça, parce que je trouve que pour pouvoir régler quelque chose, il faut en prendre conscience. Donc, on vient de prendre conscience, grâce ou à cause à cela, qu'il est important de soutenir les entreprises locales, les produits faits locaux, mais aussi les services locaux. Monsieur le ministre, quelle est votre vision sur l'accélération de la relance économique pour permettre aux entreprises de transformer cette crise en occasion de faire des affaires? Bien, écoutez, je pense que l'inflation, évidemment, c'est rendu structurel. Je pense que c'est un élément que le gouvernement fédéral va adresser de la Banque du Canada. Je m'attends probablement à avoir une certaine hausse du taux d'intérêt pour calmer un peu l'inflation. Je pense qu'une inflation à 3-4 on peut vivre avec. Et dans 5-6 c'est plus problématique. Oui. Nous, au gouvernement du Québec, on regarde les salaires minimums, on essaie d'ajuster. Évidemment, on aimerait que les gens puissent gagner plus que l'inflation, parce que sinon, on débalance. détruit de la richesse. Tout à fait. Ça, c'est le côté plus macro. Le côté micro, je pense que ce qu'il faut aussi accepter, c'est qu'au Québec, on est 8,5 millions de personnes. Il faut choisir des secteurs où nous devons être, comme gouvernement, agressifs pour encourager l'innovation. Je l'ai parlé tantôt. On ne peut pas être bon dans tout. Je doute qu'on puisse faire des téléphones cellulaires au Québec aussi beaucoup que les Coréens ou que les... Exact. Par contre, l'aéronautique, on parle des batteries, on parle de l'aluminium. Alors, c'est important pour nous, je pense, comme gouvernement, ces secteurs-là, qu'on les alimente avec l'innovation de la recherche pour rendre les gens plus efficients. D'une part, ça va permettre une autosuffisance dans certains secteurs. Et d'autre part, si on est performant, on va pouvoir exporter aussi. Donc, on peut réduire certaines importations et exporter plus. Au Québec, on a 23 milliards de déficit commercial à l'international. On est 9 milliards positifs interprovincial. L'international, de 23 milliards, moi j'ai toujours dit, il faut réduire un peu nos importations, donc il faut être plus autosuffisant, il faut investir. L'agriculture, c'est un bon exemple. Mais en même temps, si on devient efficient dans l'aéronautique, comme nous le sommes déjà, mais on peut le devenir encore plus, on va exporter. L'aluminium, je pense qu'on peut devenir la première communauté mondiale à faire de l'aluminium vert à cause de l'hydroélectricité. Oui. Alors, investissons là-dedans, puis exportons de l'aluminium. Donc, je pense que beaucoup de gens me disent, comment on veut réduire l'importation puis pouvoir exporter? Les deux peuvent cohabiter. On a 23 milliards de jeux. Si on comble le 23 milliards à zéro, la richesse qui va être créée au Québec va être Elle va être importante. Mais justement, moi, les questionnements qui viennent, c'est surtout, bien sûr, encore une fois, toutes les petites entreprises qui se trouvent en région, qui sont impliquées, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la fabrication de produits locaux, qui veulent justement augmenter parce que la clientèle le demande, mais vous savez que ça coûte très cher. Ouais. Fabriquer, produire au Québec, avoir accès à de la matière première aujourd'hui avec les problèmes qu'on connaît, et on sait la source est le prix aujourd'hui du pétrole, le baril qui augmente de plus en plus, tout augmente, les transports qui ont augmenté de 500% avec, par exemple, de la Chine, et Dieu seul sait qu'on fabriquait pas mal en Chine. Donc, ces petites entreprises et ces moyennes entreprises qui veulent croître, comment on peut les accompagner dans cette hausse incroyable
de prix? Il y a deux approches. La première approche, je pense, c'est que, je vais parler des batteries 30 secondes, c'est un bon exemple. Oui. Au Québec, traditionnellement, on a pris nos ressources, on les a exportées à l'état brut. Si on réussit dans l'aluminium à prendre, par exemple, de l'aluminium vert et le convertir dans la deuxième, troisième transformation, faire des canettes, bon exemple, on va permettre à une industrie primaire qui est très performante de percuter et d'avoir des entreprises québécoises qui vont en profiter. Et c'est là, je pense, que dans le passé, on a peut-être été défaillants. Filière des batteries, c'est la même chose. Moi, je dis toujours, les batteries, là, c'est du minerai à la batterie. Dans la chaîne, là, il y a plusieurs milliards d'investissements qui vont pouvoir être faits. Et si on réussit, bien, l'impact sur les PME de la région, on parle de Bécancour. Bécancour et la région vont faire les batteries. Mais toute la Shawinigan, Trois-Rivières et les environs vont tous bénéficier, les petits manufacturiers qui vont pouvoir vendre à ces entreprises-là. Donc ça, c'est le premier volet. D'avoir une intégration verticale le plus possible de nos secteurs primaires importants. Après ça, de revitaliser les régions. Mais là, évidemment, ça prend une diversification économique. Oui. Et ça prend... Et ce qu'on a fait avec Accès Entreprises Québec, on a décentralisé. Au lieu que Québec ou Montréal décident qu'est-ce qui va se passer à Bécomo, on a créé un centre là-bas, Accès Entreprises Québec. On a des ressources qui sont là pour voir comment les jeunes veulent évoluer. Et plus les industries primaires vont être intégrées, plus les jeunes vont pouvoir rester en région. Parce que les jeunes qui vont rester, bien là, vont faire l'économie sociale. Oui. Moi, je crois beaucoup à l'économie sociale parce que ça va être probablement l'occasion que nos jeunes soient plus valorisés dans le métier qu'ils font. Mais ça prend la base des industries. Alors moi, je pense qu'il faut solidifier nos industries, il faut les intégrer verticalement au lieu d'exporter nos produits. Les jeunes, il faut les garder mobilisés avec l'économie sociale puis avec des programmes d'innovation. Alors moi, je pense que ça prend les deux. Puis il faut respecter... Je le pense aussi. D'ailleurs, pour être pas mal sur le terrain, je peux vous dire que nos jeunes, comme on les appelle, hein, les jeunes qui ont 20 ans et 25, aujourd'hui veulent rester dans leur région, veulent véritablement créer des familles, être impliqués dans tout ce qui est développement durable, écologie, le climat, les produits responsables, éco-responsables. Donc, il y a une soif d'ailleurs de pouvoir contribuer comme cela pour créer cette chaîne et cette autosuffisance aussi locale. Et je pense que c'est une des grandes questions qui les perturbe aujourd'hui, c'est comment on fait, puisque les coûts sont énormes, encore une fois la main-d'œuvre, mais si on est capable de leur dire, à travers ce circuit-là, à travers ces programmes-là, à travers peut-être de les mettre en contact aussi avec d'autres entreprises, qui peuvent les mettre, vous savez, les fameuses donations de contrats, le 1% d'approvisionnement par les petites et moyennes entreprises, ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant qu'il faut pousser. Puis je pense qu'il y a deux choses. Je pense que moi, je suis un gros promoteur, par exemple, d'utiliser les produits du Québec, le bois, l'aluminium. Oui. Il n'y a pas de raison qu'on n'augmente pas de 2 à 3 fois la composition de nos infrastructures avec l'aluminium du Québec et le bois du Québec. L'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la lutte au changement climatique. Moi, je pense que ça va être très régionalisé parce qu'on va décarboner le Québec. On a des cibles assez ambitieuses avec l'accord de Paris. Et moi, je crois que l'industrie forestière, on fait du biocharbon, du biocarburant. On pense, l'industrie forestière, on pense l'électricité, tous les projets régionaux qui vont permettre aux industries de se décarboniser. Et ça, c'est probablement des jeunes compagnies, des jeunes pousses qui vont pouvoir le faire. Alors, nous avons d'ailleurs au ministère de l'Économie, moi, je crois beaucoup que l'environnement va alimenter l'économie, puis inversement aussi. Je pense qu'on peut faire des appels à projets où des jeunes vont pouvoir avoir des nouvelles technologies, une innovation pour nous aider à décarboner le Québec. Je pense, Monsieur le ministre, si j'ai quelque chose à partager avec vous, c'est que nos jeunes veulent être entendus, écoutés, mais aussi participer. Puis ça, c'est un de leurs préoccupations. Ils ont comme l'impression de ne pas être interpellés sur des sujets importants. Et je pense qu'il est urgent de s'adresser à eux aussi. Les idées sont fabuleuses, mais aussi les actions. Ils passent à l'action. Nos jeunes passent à l'action. Une de mes dernières questions. Comment comptez-vous soutenir les PME pour qu'elles continuent d'innover, Monsieur le ministre, et de produire ici, tout en étant capables d'offrir leurs services, bien sûr, on l'a mentionné, à des prix compétitifs. Donc, vous venez de le dire, oui, il va falloir faire ça, mais y a-t-il autre chose qu'on peut faire pour qu'on puisse sensibiliser aussi la population? Je pense que la pandémie, au niveau géopolitique, la pandémie a fait vibrer la souche nationaliste de beaucoup de Québécois, comme partout ailleurs dans le monde. Oui, absolument. Alors, je pense qu'à la base, les gens sont sensibilisés à la restauration, évidemment, au commerce. Donc, les gens veulent acheter local. Donc, ça on part du bon endroit. Nous, comme gouvernement,
Je pense qu'il faut démocratiser ce que veut dire innover. Parce qu'innover, c'est un terme qui peut être très galvaudé, qui veut tout dire et ne rien dire. Alors moi, je crois beaucoup, et M. Sirois, qui est l'innovateur en chef, je disais, Luc, si tu as un travail que tu dois faire, c'est d'expliquer à la population c'est quoi l'innovation. Ça veut dire quoi pour monsieur, madame, tout le monde? Moi, l'innovation, c'est une solution à des problèmes. Oui. Et là, si on commence à avoir les réflexes d'innovation, puis que nous, comme gouvernement, on alimente, on charge la batterie de l'innovation, je pense qu'on va réussir. Les Québécois sont créateurs, les Québécois sont innovateurs. Tellement. Alors, on n'a pas, nous, à gouvernement, à décider ce qui va se faire. Il faut juste mettre l'écosystème pour nourrir cette fibre-là. Donc, la fibre nationaliste, la fibre entrepreneuriale, le gouvernement qui va démocratiser l'innovation dans le sens de dire comment on peut l'implanter dans les entreprises via l'innovateur en chef, je pense que ça, là, c'est le terroir qui est très fertile qu'on va pouvoir alimenter. Le Québécois de nature va être capable de se prendre en main. Mais justement, ils veulent se prendre en main. Et je peux vous confirmer cela. Ce qu'ils veulent, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne prend pas grand-chose à nos entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens créatifs qui sont habitués à tomber, à se relever, à créer à nouveau. Tout ce qu'ils demandent, c'est une écoute, une façon de bien les guider, de les accompagner, puis ils sont capables après de faire ce qu'il faut, parce que je pense que les Québécoises et les Québécois sont des gens fiers et des gens qui vont arriver à faire ce qu'il faut faire. Donc, si j'avais une dernière question à vous poser, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui qui viennent de vous? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Bien, un message aux jeunes. Oui. Le message aux jeunes, c'est que la mission du gouvernement, de notre gouvernement, c'est créer une plus grande richesse. Ça, en soi, c'est pas attirant, c'est pas porteur. La raison pourquoi on veut le faire, c'est une richesse collective, parce que je pense que nos valeurs sociales au Québec sont très grandes. Je pense que le niveau d'éducation doit remonter. Alors moi, je veux créer de la richesse collective, que M. Girard, mon collègue aux finances, ait plus de recettes fiscales pour les réinvestir en éducation. Je pense que le message, c'est de dire, on peut s'enrichir, on va mieux s'éduquer, la chaîne va tourner, puis un jour, on sera la province la plus, quand je dis la plus riche, la richesse se mesure au niveau financier et au niveau des valeurs aussi. Totalement. Alors moi, je pense qu'il ne faut pas dissocier richesse et valeur. Je pense qu'il faut réunir ça. L'autre élément aussi, c'est que je pense que le Québec, je regarde notre valeur d'attraction internationale, considérant notre énergie renouvelable, verte, pas dispendieuse, c'est un moteur d'économie, d'attraction d'économie qu'on doit utiliser, encore une fois, pour créer de la richesse, mais pour réinvestir dans nos valeurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir une dichotomie entre s'enrichir et nos valeurs sociales. Et moi, je pense que notre gouvernement, je demande aux jeunes de vouloir nous suivre et de vouloir embarquer avec nous autres. Je pense que le chemin, la direction où on va aller va être très porteuse pour tous les Québécois. Tout à fait. On ne peut investir que lorsqu'on obtient. Donc, ça prend ce que ça prend pour pouvoir développer et puis grandir. Donc, Monsieur le ministre, ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Merci de vous être adressé à nos auditrices et à nos auditeurs. Et j'espère qu'on vous reverra prochainement pour nous annoncer d'autres bonnes nouvelles, mais surtout de continuer de partager avec les gens qui veulent vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Henkel, puis ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Un plaisir aussi.